Bonjour à tous, je suis Marie-Hélène Kennedy, élue au collectif Café, et j'ai le plaisir de lancer cette série de conférences du Paris Coffee Show 2023 avec une table ronde de chic et de choc. Comme vous voyez, on va être entouré par des ambassadeurs absolument incroyables, des MOF, des champions de France, des champions du monde. On est là pour parler café, café de qualité, café de spécialité. Je voudrais tout d'abord vous dire que la filière café est un tournant en 2023, en tous les cas en France, sur une filière qui cherche et qui continue à se professionnaliser, à se construire dans le respect de tous les maillons de la chaîne, du producteur à la tasse, et le collectif Café est là pour en témoigner. Je voudrais tout d'abord inviter à prendre la parole à l'organisateur du collectif Café, le président David Serruis, et ensuite à Franck Bosselman, qui est lui président de la SCA. Et on va voir le rôle de chacune de ces deux associations dans l'organisation de nos conférences aujourd'hui. Je vais commencer par David. David, bonjour. Je te laisse la parole pour nous dire un petit peu en deux mots qui est le collectif et surtout quelles sont les valeurs qu'on défend aujourd'hui pendant ces 2 jours, 3 jours de conférences et tout au long de l'année au sein de notre organisation. Merci Marie-Hélène. Déjà, moi, ce que je voulais, c'est vous remercier. Vous avez en face de vous l'élite. En plus, on est en pleine période de championnat du monde de rugby. Il y a des champions de France, il y a des meilleurs ouvriers de France, il y a un champion du monde. C'est une très belle table. Et pour démarrer, en tout cas, je tiens à vous remercier d'être présent. Voilà, donc je tenais à le dire. Le collectif existe depuis 80 ans. En fait, c'est une transformation d'un comité français du café qui avait été créé après-guerre pour relancer la consommation de café en France. Ça a été les premiers, nos pères ont relancé la pause café à la base dans toutes les entreprises. On voyait un très bel autocollant, on ramenait les ouvriers, les cadres autour de cette boisson qui fédère. Voilà, au fur et à mesure des années, il y a eu des événements qui ont été créés. Et il y a 5-6 ans, avec des membres du bureau, on a décidé d'aller plus loin et d'amener de la pédagogie vis-à-vis du grand public, en faisant beaucoup plus de championnats, en amenant aussi nos partenaires exposants à venir sur le Paris Coffee Show. Et aujourd'hui, voilà la résultante, c'est-à-dire que ça fait la 4e édition. Et au fur et à mesure des années, on apporte des nouveautés. On a la chance d'accueillir cette filière qui est complètement en mouvement. On le sent, c'est-à-dire depuis ces 10 dernières années. Et ce n'est pas uniquement que le collectif qui est à l'issue de ça. Il y a aussi nos amis de l'ASCA. Et ça, c'est très important de le dire. Les valeurs que l'on défend, on a eu des précurseurs dans ces valeurs-là du café de spécialité en France, que je remercie, voilà, que je pourrais citer. Exemple, Christophe Servel, Anne, mais aussi Daniela, Paul, enfin d'autres aussi, j'en oublierai sûrement et vous m'en excuserez. On défend avant tout des valeurs, moi j'ai envie de dire, de durabilité, et ça n'engage que moi, mais durabilité dans les relations à la fois sociales et dans les relations aussi avec les excusez-moi, j'allais dire avec les fournisseurs, et c'est un mot que je devrais oublier, avec les producteurs, aussi, à les accompagner aussi par des achats justes. Et l'idée, c'est grosso modo, c'est que sur toute la chaîne de valeur, que chacun des acteurs puisse gagner correctement sa vie. Voilà, moi, ce que je pense. Et j'en dirai pas plus. En tout cas, je suis vraiment ému de vous voir tous là. Je sais que chacun d'entre vous apporte aussi à cette filière, mais aussi au collectif et à l'ASCA. Et en tout cas, vous êtes les dignes représentants de cette belle filière. Sachez aussi que le collectif Café a travaillé, c'est lui qui est l'instigateur des choix de sujets. C'est nos pairs qui ont poussé pour que ce concours existe dans notre filière. Et je tenais déjà, même si la conférence n'est pas finie, déjà à vous applaudir.
Merci David. Alors je vais donner la parole à Franck. Franck, tu es président de l'ASCA. Donc l'ASCA au niveau mondial, ça joue un rôle de créateur de règles communes, de langage commun. En quoi cela va servir à la crédibilité de la filière en France? Avant de te répondre, bonjour à tous. Je suis honoré de représenter cette belle association qui est présente dans le monde entier. Environ 60 pays dans le monde, dont la France, et on est fiers. Moi-même, je suis franco-allemand, donc ça tombe bien. On est toute une équipe internationale à l'ASCA, dans les membres de bord. Et nous envoyons donc chaque année 6 champions, maintenant avec une 7e concours qui est les Ibrik, le café turc, dont le représentant champion du monde est avec nous aujourd'hui, Pierre Chanterac. Il a fait ses classes, donc il a quasiment fait tous les concours qui existent chez Alaska, c'est pour ça que je les connais bien. Et donc voilà, c'est peut-être même lui qui pourrait répondre au mieux, mieux que moi, qu'est-ce que ça représente pour la filière des cafés, cette belle compétition qui est l'ASCA. Il y a des règles. Quand on s'imagine des règles communes pour 60 pays, quand on s'imagine aujourd'hui les champions du monde de rugby ou les champions du monde de foot, il y a des règles internationales à respecter. Et après, vous pouvez vous hisser en niveau mondial. Maintenant, quand vous imaginez, on me dit souvent, mais qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est exigeant? Si vous n'êtes pas dans la Formule 1, c'est ce que nous représentons, c'est une Formule 1, ce n'est pas le même attrait. Vous n'allez pas travailler plus pour arriver à ce niveau-là. Et donc, quand vous regardez un score sheet, c'est-à-dire un tableau des résultats pour être champion de barista, il y a 800 points et jamais quelqu'un a fait plus que 620, 650 points. À vous dire, il y a encore de la marge de manœuvre au niveau mondial. Est-ce que j'ai perdu le fil ou est-ce que j'ai déjà répondu à... Quand la passion nous emporte? La passion nous emporte, absolument. En tous les cas, l'ASCA a une rayonnance non seulement au niveau de la France, mais on l'a bien compris au niveau international. C'est vrai que c'est l'association qui promeut et qui régit les règles aujourd'hui au niveau international. Et c'est vraiment une grande chance d'avoir autant de concours cette année, encore une fois parmi nous au Paris Coffee Show. Et merci encore d'organiser tous ces concours. Merci à mon collègue ici présent, David, qui nous accueille maintenant depuis 4 ans pour le concours de torréfaction. Et là aussi, bel exemple, parce qu'avant, il y en avait 2 concours, maintenant, il n'y en a qu'un. Et c'est lui qui qualifiera pour les championnats du monde. Il est en cours actuellement, il durera jusqu'à lundi. Et que, il y a 18 candidats. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne et que... On est issus des 2 associations, on s'est mis ensemble et on est encore plus fort. Donc je pense que tout est là pour gagner. Et là, il y a les représentants qui ont déjà gagné, qui vont encore participer. Et on a Latte Art sur cet espace-là, si vous voulez jeter un coup d'œil. À partir de demain, ça commence vraiment dans les hostilités. Et torréfaction est en cours. Merci beaucoup, merci Franck, merci David. Je vous libère, je sais que vous avez pas mal d'obligations, surtout toi Franck, sur les championnats. Voilà, il faut mettre le lait au frais. Donc je continue du coup avec notre panel et puis je vais vous donner la parole à chacun d'entre vous. J'étais ravie de préparer avec vous cette table ronde. Je vais commencer par Paul. Paul, tu es consultant, formateur en torréfaction de café, mais bien entendu tu es MOF. Un des premiers MOF en France. Tu es australien, pourtant, on peut le dire. Tu as plus de 17 ans d'expérience en torréfaction, en sourcing et en contrôle de qualité. Donc aujourd'hui, je voudrais te donner la parole pour te demander, en fait, comment tu peux définir, toi, un bon café? Qu'est-ce que c'est? Merci Marie-Hélène. Ça, c'est une question hyper compliquée à répondre parce qu'il y a beaucoup de couches derrière cette question. Si on prend une définition de bon de quelque chose qui est conforme aux expectations, on peut dire très bien que, et c'est la réponse diplomatique, c'est qu'un bon café, c'est le café que vous aimez bien. Mais un mauvais exemple de ça, c'est que plusieurs fois, j'étais avec des gens, on boit du café,
objectivement, il y a un goût de pneus brûlés, mais tu le demandes, oh, c'est bon ça, parce que ça répond aux besoins. Du coup, pour nous, notre discours, je pense qu'on y va au-delà de ça, parce que c'est trop, c'est pas assez complexe, mais en même temps, on n'a pas assez de temps à discuter. Du coup, moi, je dirais qu'un bon café, en fait, un café a des valeurs intrinsiques et extrinsiques au café. Moi, je dirais qu'intrinsiquement, un bon café, c'est un café qui a une forte expression de terroir. Ça veut dire qu'il y a des arômes et aussi des goûts qui sont en harmonie. Ça veut dire que si on a un café avec une bonne goût fruité, mais l'acidité est beaucoup trop forte et un peu aigre, c'est pas vraiment un bon café parce que dans nature, quand on mange un fruit comme ça, on n'aime pas. Neurologiquement, on n'est pas fait pour aimer des choses qui sont pas trop acidiques par rapport aux arômes et pareil avec l'amertume. Neurologiquement, l'amertume, ça veut dire qu'il est en danger, il faut pas trop consommer. Du coup, intrinsiquement, un bon café, c'est quand tu as les arômes et le goût, l'acidité, la douceur, l'amertume en harmonie. Pour moi, ça, c'est un bon café. Extrinsiquement, c'est là où on peut parler pendant des semaines, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux extrinsiquement avec l'environnement, économiquement et aussi socialement autour du café. Par exemple, est-ce qu'un bon café, en fait, tu peux pousser un café bio, certifié bio, dans une champ de monoculture de café qui était fait en écrasant une forêt. Du coup, est-ce que c'est un bon café? C'est plus compliqué que ça. On ne peut pas juste dire c'est bio, c'est bon. Du coup, en termes d'environnement, on veut un café qui protège la nature. On veut un café qui ne mette pas trop acidification dans la rivière, par exemple. Il y a beaucoup d'enjeux écologiquement qui fait c'est qu'un bon café. Économiquement, on a beaucoup de chance et c'est aussi pareil avec l'écologie parce que, en fait, la quantité de travail et de maîtrise il faut pour produire intrinsiquement un bon café, c'est immense. C'est beaucoup de travail. Et je pense qu'il n'y a personne qui va faire ce travail sans la possibilité d'avoir économiquement une récompense pour ce travail. Du coup, souvent, les cafés qui sont bons intrinsiquement, extrinsiquement, ils sont aussi très bons. Parce que les gens essayent, s'ils travaillent bien, s'ils maîtrisent, ils vont avoir de l'argent en récompense. Et c'est pareil avec l'environnement. Les gens qui produisent de très bons cafés, ils savent bien que tu peux pas faire pousser du café dans la poussière. Ça marche pas. Il faut protéger le culture du café autour de le résultat fini. Du coup, pour moi, un bon café, c'est qu'extrinsiquement et intrinsiquement, il y a aussi une harmonie et que c'est un café qui peut être produit dans le futur. Tout le monde associé à ce café, il prend du plaisir dans le travail, dans la récompense économiquement et que c'est un peu un cercle vertueux. Voilà, je pense que c'est pour moi la définition d'un bon café. Mais encore une fois, chacun le goût. Et tu ne peux pas dire qu'un bon café, c'est un café avec beaucoup d'acidité ou très floral ou beaucoup de chocolat. Chacun le goût. Et ça, c'est très important à garder en tête. Mais c'est juste que globalement, il faut que c'est un mélange de valeurs intrinsiques et extrinsiques. Merci. Merci, Paul. Donc, écoute, ce que je retiens, ce qui est incroyable, je pense que tu représentes bien aujourd'hui les valeurs qu'on veut défendre au niveau de la filière, c'est qu'un bon café, c'est effectivement pas un bon café seulement au niveau gustatif, mais un bon café, ça va être un café qui est respectueux des personnes, de la terre, du sol, de l'agriculture et à chaque niveau et à chaque maillon de la chaîne. Et ça, c'est vraiment les valeurs qu'on veut défendre ici. Merci en tous les cas de le rappeler et qu'à la fois le bon café va se chercher dans son bon rapport avec la terre et avec les hommes en plus que le goût. Alors du coup, j'enchaîne avec Daniela. Daniela, MOF aussi, hein, merci. Première femme MOF brésilienne, franco-brésilienne, presque française, on va dire. Et en tous les cas, on est ravis de te recevoir. Pareil, toute ta vie dans le café, consultante, torréfactrice qui aide, pareil, les nouveaux torréfacteurs à s'implanter. Alors du coup, moi, je voudrais te poser la question, puisqu'on parle, la thématique de notre table ronde, c'est les bons artisans font du bon café. Donc, on a parlé aujourd'hui de qu'est-ce qu'un bon café, mais toi, qu'est-ce qu'un bon artisan? Donc, qu'est-ce qu'un bon torréfacteur selon toi?
Bonjour Marie-Hélène, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation et l'invitation. Il y a plusieurs choses pour être un bon artisan et un bon torréfacteur, mais ce n'est pas très compliqué. Je pense qu'il a une certaine base, on va dire, c'est quelqu'un qui respecte un produit. Donc, il a un respect de ses fournisseurs, il a une curiosité envers ses producteurs et ses fournisseurs et comment ces produits arrivent chez lui, comme n'importe quel autre artisan connaît ses fournisseurs. Il a une connaissance technique de son appareil, de sa machine, de sa mise en place. Donc, un peu comme un pilote de Formule 1, les meilleurs, c'est celui qui sait bien travailler sa machine lors de la course. Les torréfacteurs, il faut qu'ils connaissent bien son équipement. C'est quelqu'un qui connaît et qui sait exactement où est-ce qu'il s'y trouve dans les marchés du café. Donc, il connaît ses consommateurs, il sait à qui il vend, il connaît les goûts de ses consommateurs. Il est capable de créer un produit pour son target, son public, tout en respectant les produits et mettant sa signature. Après, on peut dire plusieurs autres choses, mais je trouve qu'il faut laisser la place pour la diversité dans ces métiers. On ne doit pas tous faire la même chose, sinon ça serait trop ennuyant. Et le plus important, moi je dirais qu'à part tout ça, c'est quelqu'un qui goûte, c'est quelqu'un qui sait déguster un café, qui sait reconnaître différents défauts qu'on peut trouver sur ces produits et savoir dire d'où est-ce qu'ils viennent. Est-ce qu'ils viennent de sa torréfaction? Est-ce qu'ils viennent de l'extraction qui a été préparée? Est-ce qu'ils viennent du produit vert même? Parce que comme la chaîne elle est longue, il y a des problèmes dans tous les maillons et il faut savoir identifier d'où est-ce qu'il vient pour les corriger vite. Voilà, si j'ai fait un résumé basique, c'est ça, c'est connaissance du produit et de ses fournisseurs, connaissance de sa machine, une hygiène de travail, bien sûr, dégustation et connaissance de sa clientèle. Un peu comme on a des bons artisans en France, des bons fromagers qui font des choses très différentes, mais qui sont tous bons, ou des bons boulangers, voilà. C'est à peu près la même chose. Merci Daniela. Donc toi aussi, tu fais référence encore une fois à un cercle vertueux à chaque maillon de la chaîne. Donc le torréfacteur, on a une table ronde d'ailleurs sur la torréfaction, le nouveau rôle du torréfacteur. Qu'est-ce que être torréfacteur aujourd'hui? Beaucoup d'entre vous, en tous les cas au Paris Coffee Show, on a beaucoup de créateurs d'entreprises dans le métier du café et en particulier de la torréfaction. Et c'est vrai aujourd'hui, c'est important de le rappeler, c'est que les machines sont de plus en plus performantes et donc le rôle de torréfacteur, si je comprends bien, évolue vers à la fois le sourcing mais surtout la qualité et le contrôle qualité, si j'ai bien retenu. Exactement. La technologie, elle évolue beaucoup, mais elle est toujours en support de ces professionnels. Elle ne va pas prendre la place du professionnel. C'est à lui de définir qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille, quel goût il cherche. Ça, la machine, elle ne peut pas faire. Elle peut répéter ça qu'on la demande de faire au mieux, mais elle ne va pas créer une recette extraordinaire. Ça, c'est le rôle du torréfacteur. Donc la machine ne remplacera pas l'homme, on est rassuré. On est rassuré. Du coup, j'enchaîne sur merci Daniela de nous avoir fait partager en si peu de temps ta vision du rôle de torréfacteur. Je sais que c'est pas facile. Alors, je voudrais donner la parole maintenant à Anne Caron. Bienvenue Anne, une autre MOF de cette année. Félicitations encore à toi, on est ravis. Tu es en plus élue au collectif Café, vice-présidente. Donc, merci de ta présence. Anne, je voudrais te faire parler sur le rôle du torréfacteur, mais dans sa phase de sourcing. En fait, c'est important d'aller sourcer son café. Et en fait, pourquoi ça a un intérêt pour le consommateur? Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis la meuf avec Daniela. C'est une petite anecdote, mais c'est vrai, quand j'ai reçu cette nouvelle, c'était tellement de joie et que j'ai voulu partager immédiatement avec mes amis et je leur ai dit, mais ça y est, je suis meuf. Et j'ai senti un blanc derrière.
Mais oui, mais meuf en fait. Voilà. Donc oui, on a mis l'accent sur la qualité, sur qu'est-ce que c'est qu'un bon café bon pour la terre, bon pour les hommes. Et ça ne peut pas exister sans sélectionner ces cafés. Et dans nos métiers, bien sûr, on ne va pas croiser des producteurs de café en poussant la porte de notre jardin. Ça se passe entre les deux tropiques à des milliers de kilomètres. Donc l'enjeu du sourcing est important. Et on peut faire un bon café, mais un bon café, bon pour les hommes et bon pour la terre, ça implique surtout de la traçabilité. La traçabilité dans différents pays du monde, dans différentes cultures, et s'assurer que le café que j'ai sélectionné, il arrive et que ce soit le même. Et ça, ce sont des enjeux particuliers. Chacun travaille comme il l'entend. Moi, j'ai choisi de me reposer sur un sourceur, dont c'est le métier en fait, qui va m'assurer, donc j'ai sélectionné avec lui mes cafés, et il va m'assurer que ce sont bien les cafés que j'ai sélectionnés pour ces valeurs-là qui arrivent chez moi. Donc ce sont des enjeux effectivement extrêmement importants. On ne peut pas faire un bon café sans un bon café vert, et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la qualité l'enjeu, c'est qu'il soit bon pour la terre et bon pour les hommes. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu plus, toi, comment tu choisis tes cafés et du coup, dans quel but, comment tu vas décider du coup leur profil de torréfaction et du coup peut-être nous dire un mot sur les clients à qui tu t'adresses, puisqu'on a bien vu avec Daniela qu'effectivement le torréfacteur, et on le verra encore plus avec Laurent, c'est qu'il torréfie en fonction d'un profil et d'un public. Alors la particularité de notre maison, c'est que 90% de nos volumes sont basés sur un seul blend, un blend signature avec 4 origines. Donc cette chance que j'ai, c'est qu'avec seulement 4 origines, je peux changer vraiment des choses. Donc en sélectionnant 4 producteurs qui sont dans mes valeurs. Donc déjà la première chose, c'est que pour créer cette valeur, je me base sur la qualité. Donc le café, il doit être bon, il doit être excellent. À partir du moment où il est excellent, on peut créer de la valeur, le vendre plus cher. Et cette valeur, c'est à nous de la répartir et d'en faire quelque chose. Donc en sélectionnant ces producteurs, en les impliquant vers un meilleur café, un café qui soit bon pour les hommes, avec une juste rémunération, mais juste rémunération, ça va jusqu'à aux personnes qui cueillent les cafés. On peut aussi adjoindre des programmes qui peuvent être de la construction d'écoles. Enfin, il y en a plusieurs qu'on a montés au cours de d'une dizaine d'années. Donc ça va être de la construction d'écoles, construction de coopératives. Donc en n'ayant que 4 origines, ça nous permet, en étant artisans, de concentrer notre énergie. Après, quels sont les cafés que je dois sélectionner? Bien sûr, ils doivent remplir ces critères de valeur. Qu'est-ce que je choisis? Au-delà de ce blend signature, ce sont des cafés qui vont avoir un potentiel différent. Et ensuite, la torréfaction, bien sûr, une fois qu'on a un bon café vert, ce qui est important, c'est de respecter ce produit et de le mettre en valeur. Donc la torréfaction, c'est une cuisson, mais c'est aussi un art. Merci Anne. Alors peut-être juste revenir un instant sur les informations qu'on doit donner aux consommateurs. Est-ce que toi, tu as... quel est ton avis là-dessus? Comment le consommateur, lui, s'y retrouve quand il va acheter un bon café chez son torréfacteur? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'il ait comme information pour être sûr qu'il est sur un bon café vert, un bon café qui répond à la fois, comme le disait Paul, de façon gustative à un bon goût, mais aussi bon pour la planète? Ce qui nous distinguera toujours du café de commodité, c'est de mettre un maximum d'informations. Déjà, on a la chance dans notre métier d'avoir un critère qui est complètement objectif, c'est l'évaluation, donc la note du café. Donc alors que les industriels vont se battre sur du marketing en donnant des connotations, des goûts généreux, des grands crus qui ne signifient rien, on peut dire, nous, que nos cafés, ils ont une note de 80, 81, 82, 83. Et c'est un critère 100% objectif et incontestable. Seulement, le consommateur, en parallèle, il faut l'éduquer. Parce que s'il ne sait pas ce que c'est qu'un café de spécialité et une note, c'est un peu compliqué. Donc on est tous ambassadeurs, on doit tous être ambassadeurs du bon café pour que le consommateur puisse distinguer ce qu'est un café de commodité, et il en faut
parce que tout n'est pas, tous les cafés ne sont pas des cafés d'exception, et un café de spécialité. Et après, ce qui va nous distinguer, c'est cette traçabilité du producteur, de la plantation, de la parcelle, la variété. Est-ce que c'est un Typica? Est-ce que c'est un Bourbon? C'est important, et ça nous distinguera du café de commodité. Plus on met d'informations, plus on se distingue des autres. Qui l'a torréfié? Comment on l'a torréfié? Quel profil aromatique? Il faut. Alors sur un paquet, c'est tout petit, c'est sûr, mais plus on mettra d'informations, plus on pourra sortir du lot et se distinguer, dire on fait le même métier, mais pas tout à fait le même métier. Absolument. Donc ce que tu me dis, en fait, ça me rappelle finalement beaucoup l'univers du vin, où on va regarder au-delà de l'appellation, on va aller rechercher le producteur, on va aller rechercher la parcelle, parfois même. On voit encore une similitude entre le café de spécialité, de qualité et le vin. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord. La différence, c'est que le métier du vin, une fois que le vin est produit et mis en bouteille, on n'a plus qu'à ouvrir la bouteille. Alors que dans nos métiers, il y a une richesse complémentaire qui est l'art de servir le café, de préparer le café. Donc le barista, donc le consommateur reste acteur jusqu'au bout. Et c'est aussi à nous de l'éduquer. Bah écoute, ça me fait une transition parfaite pour donner la parole à Laurent. Alors Laurent Beyss, hein, un des meilleurs ouvriers de France. Et gentiment, encore une fois, on reconnaît bien là ton humilité. Laurent, tu t'es présenté quand je t'ai demandé, tu m'as dit un des MOF. Tu es MOF, toi aussi. Félicitations encore de la promotion de cette année. 5e au World Coffee de Milan de 2022. Également champion de France de torréfaction SCA en 2021. Voilà, donc tu es triplement qualifié pour parler encore une fois aujourd'hui. Ta torréfaction est en province. On a beaucoup de plaisir à recevoir ici à Paris toute la France entière. On est là pour parler café au niveau de tout le territoire et pas au niveau parisien. C'est important de le répéter. Laurent, toi, tu bien entendu, en tant que torréfacteur, tu sources ton café, mais tu vas le sourcer donc dans un but, bien entendu, de le torréfier. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le rôle du torréfacteur? Comment il va choisir en fait son café vert? Dans quel but de torréfaction? Comment on va torréfier son café? Donc, toute cette partie vraiment du geste technique, et pourquoi faire comme type d'extraction? Merci de m'inviter, Marie-Hélène. Bonjour à tous. C'est vrai que la torréfaction, pour moi, a réellement évolué. J'ai vu son évolution, puisque ça fait plus de 25 ans aujourd'hui que je suis torréfacteur. Plus de 25 ans sur Lens aussi, donc plus de 25 ans en province, toujours en province. J'ai eu des torréfactions toujours en province. Je me suis repenché sur la compétition dès 2018, avec notamment Daniela et Anne ici présentes, pour le premier concours des meilleurs ouvriers de France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une réelle approche qui est totalement différente, parce que c'est toute la filière complète qu'on doit prendre en compte, donc, et essayer de valoriser. Aussi bien les agriculteurs, aussi bien les importateurs, qui nous permettent et qui me permettent pour ma part justement d'avoir un rapport privilégié avec certains agriculteurs. Et aujourd'hui, je n'ai qu'un seul objectif, bien évidemment, c'est de les mettre en avant. Parler d'eux, parler de leur procédé de fabrication, de leur cépage, de leur contrée, de leur terroir, de leurs problématiques aussi, parce que tout comme chez nous, ils ont d'autres problématiques. Et j'espère que justement ce titre de meilleur ouvrier de France me permettra de pouvoir justement mettre en avant un peu plus toute cette filière, cette si belle filière caféière. Moi, mon approche de la torréfaction, bien évidemment, elle a évolué. J'ai commencé à torréfier sur un Devigné Janin, une machine où il y avait on-off, un brûleur. Et bien évidemment, aujourd'hui, avec le matériel qu'on a à notre disposition, alors je ne veux pas dire que je suis un geek des machines, mais c'est vrai que voilà, les torréfacteurs ont des rampes atmosphériques, on peut choisir ses températures, ses variateurs de flux d'énergie, variateurs de flux d'air, variateurs de pression dans le four,
On peut jouer vraiment sur plein d'aspects, sur la rotation du tambour. On a du profilage de courbes de cuisson. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment aller très très loin dans la technique de cuisson, avec toujours un seul objectif, c'est la tasse. Voilà, qu'est-ce qu'on veut retranscrire dans sa tasse? Est-ce qu'on arrive à valoriser le produit agricole? Est-ce qu'on arrive justement à valoriser un process de fabrication particulier est-ce qu'on a choisi aussi une extraction particulière? Est-ce qu'on vise justement de l'express, du filtre papier? Et une fois qu'on a fait la sélection des cafés verts au démarrage sur les différents cuppings et les échantillonnages, on peut passer sur son torréfacteur, essayer de mettre en application justement ce qu'on a imaginé pour le type d'extraction, et ensuite faire la dégustation de ce café et de voir si réellement on a justement atteint l'objectif. Et moi, finalement, ce qui me passionne, c'est ça, c'est se casser la tête, essayer d'améliorer sans cesse pour que la valorisation du produit soit maximale. En sachant qu'aujourd'hui, on a des sondes sur tous nos fours qui nous permettent justement de faire beaucoup d'analyses. J'adore l'analyse et j'adore essayer de restituer au maximum voilà, le bon goût, l'excellence, en essayant de ne pas dévaloriser le produit, mais plutôt le sublimer. Donc c'est un vrai travail du torréfacteur. Alors je sais que là on est au Paris Coffee Show, donc on s'adresse aux amateurs plus qu'éclairés de café, mais peut-être pour les gens qui découvrent et qui nous écoutent en direct ou qui nous écouteront sur la chaîne du YouTube du Collectif Café, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots un peu déjà le principe des extractions? On va y revenir après avec Pierre et Michael, mais toi quand tu torréfies déjà, est-ce que tu te dis là je torréfie pour l'espresso, là je vais torréfier pour la méthode douce, et surtout comment tu fais quand tu as quelqu'un qui vient en boutique, parce que j'imagine que tu es aussi en boutique, hein, et que tu parles à des clients qui découvrent aujourd'hui le café et qui ont envie de changer de dimension de café et qui veulent découvrir non seulement du nouveau café mais surtout des nouvelles méthodes. Comment tu leur expliques de façon simple finalement que le café filtre, ça peut être absolument délicieux? Parce que c'est vrai que dans l'esprit, souvent des gens qui connaissent pas bien le café, ils se disent « Ah, le café filtre, c'est le café américain, c'est le café brûlé, c'est pas bon, la cafetière électrique. » Du coup, toi, comment tu fais en tant que torréfacteur pour leur donner une vision différente, et qu'est-ce que tu leur dis? Alors moi, j'ai la chance, la torréfaction, elle existe depuis 1959. Alors moi je le vois comme une chance, et donc du coup j'ai le spectre total de toutes les couleurs de torréfaction, je fais 3 types de torréfaction. J'ai un torréfacteur qui fait 15 kg, donc je fais des torréfs en 14 kg, en 10 kg et en 7,5 kg, sur lesquels je fais des profils de torréfaction différents pour des extractions différentes. Plus clair, avec des temps de développement un peu plus courts pour tout ce qui est filtre papier, les V60, voilà, tout ce qui est slow coffee, que j'apprécie et que j'affectionne plus particulièrement. Un petit peu plus ronde, bien évidemment, pour tout ce qui est express. Et ensuite, on a l'historique de la torréfaction, donc des torréfactions plus poussées, où là, je peux rejoindre Paul. Malheureusement, on vient dégrader le café par une torréfaction plus poussée, mais malgré tout, il y a une clientèle. Et donc, c'est là où je rejoins Daniela. On doit aussi répondre à une clientèle, ce qui n'est pas toujours simple. Il faut arriver à valoriser le produit, tout en dénaturant le moins possible et en accompagnant nos consommateurs. Justement, c'est à nous de leur expliquer, de leur donner les grammages, de leur donner les qualités de l'eau, voilà, tout le procédé qu'ils doivent utiliser pour que justement chez eux, ils puissent valoriser jusqu'au bout ce qu'a voulu faire l'agriculteur au départ. Et peut-être aussi leur dire qu'effectivement qu'un café surtorréfié brûlé ne développe pas tous ses arômes. C'est ça, c'est vrai qu'on vient dégrader avec une torréfaction plus poussée, on vient développer des arômes de fumée, de grillé du café, d'amertume. C'est vrai qu'aujourd'hui on a de tels cafés, grâce aux cafés de spécialité qui sont valorisants, qui sont tellement qualitatifs que c'est quand même dommage de les surtorréfier. Alors, je ne sais pas, là, c'est une question un peu à tous, parce que je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais il y a combien d'arômes dans le café? Qui veut répondre là-dessus?
En fait, je ne sais pas exactement. Il y a des centaines, mais en fait, il y a des volatilités différentes. Du coup, je pense que c'est entre 30 et 40 qui a une conséquence sur ce qu'on sent et en goût. Du coup, on dit qu'il y a 1000 arômes, et c'est vrai, mais en fait, ils sont tellement volatiles que ça ne joue pas avec notre analyse sensorielle de café. Du coup, c'est entre 30 et 40 jusqu'à maintenant. Donc en tous les cas, on voit qu'il y a une variété d'arômes qui est absolument incroyable et plus on va goûter, plus on va découvrir ces différents arômes. Du coup, j'arrive au bout de la chaîne d'un bon café, hein, parce que comme vous l'avez vu, on est parti sur une définition au départ de qu'est-ce qu'un bon café, qu'est-ce qu'au niveau gustatif, qu'est-ce qu'un bon café pour la planète, qu'est-ce qu'un bon torréfacteur. Mais là, on arrive avec nos deux derniers intervenants sur la partie qui est, je dirais, peut-être la plus délicate, la plus, alors peut-être pas la plus essentielle, hein, mais en tous les cas qui, à chaque niveau de la chaîne de réalisation d'un bon café, on arrive en bout de chaîne. Donc, je voudrais donner la parole à Michael et à Pierre. En tous les cas, merci à tous les deux d'être là. Donc, Michael, voilà, formateur, consultant aussi en torréfaction en France, MOF, de l'édition de 2023. Tu as participé au championnat de France depuis 2015, en tous les cas, aussi une grande carrière dans le café. Avant de donner la parole aussi à Pierre, je voudrais te poser un petit peu la question au niveau de l'extraction. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur quel est le processus, quel est le rôle finalement du barista qui, lui, va donc récupérer à la fois un grain vert qui a été bien torréfié en fonction d'un bon profil. Et qu'est-ce qu'il en fait, lui, de ce bon café torréfié? Comment il va l'extraire? Et quel est son rôle pour faire déguster un bon café? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, pour moi, le rôle du barista, c'est, on va pas dire la dernière étape, mais ça en fait partie de cette chaîne de valeur du café. Et forcément, le torréfacteur doit accompagner les baristas, accompagner les gens qui travaillent leurs produits. Et pour moi, donc, commencer par une torréfaction fraîche, une torréfaction qui a idéalement moins d'un mois pour travailler un produit frais qui est encore en mouvement. Travailler également avec de la mouture fraîche, puisque le café, ça va s'oxyder très rapidement, donc on veut le garder au maximum en grain. Et donc, quand on a fraîcheur de café en torréfaction, fraîcheur de mouture, on va travailler ensuite sur des ratios qui sont assez simples à trouver. Donc auprès de votre coffee shop, auprès de votre torréfacteur, de trouver ces ratios, que ce soit pour de l'espresso, sur des recettes classiques ou du café filtre. Et ensuite, alors, juste un instant, un ratio, on peut peut-être expliquer ce que c'est. Des grammages de café par litre d'eau, voilà. Ou des intensités, en fait, suivant... Donc, combien je mets de grammes de café, combien je mets d'eau, et à la fin, combien ça doit sortir, c'est ça? Combien de quantité je dois sortir? C'est ça, c'est ce qui va donner, du coup, une grosse partie de la texture. Et derrière, l'intensité va venir avec la taille de la mouture, le temps d'extraction, mais beaucoup du café et de l'arôme final va être impacté par l'eau qu'on utilise. Donc l'eau qu'on utilise, à la maison, c'est un peu compliqué d'avoir des installations très complexes avec des filtres, etc. Mais une machine, une carafe filtrante avec laquelle on prend vraiment le soin de filtrer l'eau, de la stocker au réfrigérateur, à l'abri de la lumière, de changer cette cartouche assez rapidement, de prendre le soin de la chauffer à la bonne température pour pas brûler, mais surextraire trop facilement le café. Tous ces paramètres mis à bout vont faire que l'extraction sera parfaite. Alors, merci Michael. Mais alors, du coup, est-ce qu'on peut boire chez soi un bon café? Parce que ça me paraît compliqué quand même, tout ce que tu me dis. Non, on peut... avec une cafetière automatique, par exemple, il faudrait une torréfaction fraîche, ça on en a parlé, une mouture fraîche, ça c'est idéal. Donc il y a des petits moulins dans le commerce qui valent une quarantaine d'euros. C'est pas encore le top, mais ça fait déjà un premier pas vers la qualité. Et ensuite, la filtration de l'eau. Pour moi, ça semble essentiel. Et après, avec une cafetière automatique, moi, je vais en vacances, j'emmène pas tout mon bazar de barista que j'ai chez moi, ça prendrait une remorque. Mais de l'eau filtrée ou de l'eau minérale que j'achète au supermarché, mon petit moulin manuel et la cafetière que je trouve sur place, avec une balance, ça fait largement le travail. Alors finalement, donc c'est pas infaisable. Du coup, comment tu pourrais
donner comme conseil quand on veut aller acheter un bon café? Qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil? Aller regarder chez le torréfacteur, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas sur le paquet ou sur l'endroit où tu te trouves? Quelles questions tu vas poser au torréfacteur? Alors moi j'ai un regard un peu biaisé, mais des gens qui me demandent qu'est-ce que j'achète chez tel ou tel torréfacteur. Ça dépend du coup du mode de consommation. Est-ce qu'on travaille sur du filtre? Est-ce qu'on travaille sur de l'espresso? Parce qu'on peut très bien avoir une machine qui moue et qui fait de l'espresso tout seul. Si on est plutôt consommation d'espresso, on va se diriger plutôt vers des assemblages plutôt espresso, des torréfactions plutôt poussées en caramélisation pour un peu masquer l'acidité qui peut être trop présente et être trop marquée. La torréfaction, du coup, est le café adapté à chaque consommation, donc filtre, espresso. Et derrière, c'est les propres goûts de chacun. C'est-à-dire que moi, j'adore les cafés d'Éthiopie et du Kenya. Peut-être que toi, tu aimes plutôt les cafés du Brésil et du Guatemala. Donc ça dépend du profil aromatique. Donc après, le conseil de chaque torréfacteur, le conseil de chaque barista qui va être capable d'accompagner la consommation du client final va jouer une part énorme sur la dégustation et sur le moment qu'on va passer. Donc finalement, l'origine importe peu dans la mesure où toute origine peut être bien travaillée ou mal travaillée et en plus travaillée en fonction des torréfactions de façon différente. C'est ça. Exactement. En fait, on peut utiliser une torréfaction plutôt espresso pour faire du café filtre. L'acidité sera moins marquée, il n'y aura pas de problème. En revanche, dès qu'on va travailler sur de l'espresso, si on va sur une torréfaction qui est trop claire, ça pourrait être trop marqué en acidité. Sur des gens qui sont un peu débutants dans le travail de l'espresso ou dans la dégustation de l'espresso, pourra peut-être être un peu trop clivant et pas assez consensuel pour que ce soit apprécié. Merci. On reviendra sur un autre point que je voudrais aborder un peu plus tard, qui est la formation. Mais d'abord, je voudrais donner la parole à notre champion du monde. Félicitations, Pierre de Chantrac. Encore bravo pour votre titre de champion du monde de café Ibrick. Donc, bravo. Du coup, tout le monde ne connaît pas le café, la méthode d'extraction Ibrick. Alors, en règle générale, bien entendu, tu es responsable chez Terre de Café de toute la partie justement contrôle qualité, torréfaction et développement. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'extraction, sur le rôle du barista et nous dire un mot bien sûr sur ton titre de champion du monde Ibrick, qui est peut-être une extraction qu'on ne connaît pas très bien. Bien sûr, merci de me donner la parole. Déjà, je suis un peu intimidé d'être entouré d'autant de cols tricolores. Moi, je suis pas torréfacteur, je suis barista et mon métier démarre là où le vôtre s'arrête. Donc, je peux pas faire de magie sans avoir des grains parfaitement torréfiés, parfaitement produits. Donc, ça, c'est le premier point du métier de barista. Pour moi, le métier de barista, c'est avant tout quelqu'un qui est très technique, qui est capable de sublimer le café, de s'effacer derrière le produit et pour qu'on goûte la qualité de ce qui a été produit, la qualité de la torréfaction. Mais c'est aussi un conteur d'histoire. C'est notre métier à nous d'être sur le devant de la scène et de raconter toute la chaîne de valeur. Ce qu'on a du mal à mettre sur un paquet de café parce qu'il n'y a pas assez de place, c'est à nous de le pousser, à nous de raconter tout ça pour que cette chaîne soit vertueuse et que le client final puisse comprendre tout le travail qui a été fait en amont. Et du coup, l'Ibrick est une méthode qui permet ça. Donc l'Ibrick, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, c'est ce qu'on appelle Çezve, Ibrick café à la turque. Donc c'est une des méthodes, si ce n'est la méthode après la Cebena en Éthiopie, la plus ancienne qui permette de faire un bon café. Donc l'idée, c'est juste un pot dans lequel on met du café moulu, de l'eau, on le met sur une flamme et dès que ça arrive à ébullition, on le verse dans une tasse. Donc ça va décanter et au bout de quelques minutes, on va pouvoir le goûter. C'est une méthode qui est redoutablement efficace, délicieuse. On en parlait un petit peu avant des envies de chacun et j'ai discuté avec plein de gens sur le salon qui ont très envie de goûter l'Ibrick. C'est une méthode que même nous, dans notre corps de métier spécialisé, on connaît assez mal. Elle a mauvaise presse et pourtant, c'est vraiment délicieux quand c'est bien fait, avec des cafés de spécialité, bien torréfiés, bien extraits, avec la connaissance actuelle et moderne qu'on a du café. Donc je vous invite tous à goûter l'Ibrick. Et à plein d'égards, je trouve que c'est pertinent dans le rituel moderne du café de spécialité parce qu'il n'y a pas plus chaud que l'Ibrick. C'est très visuel, c'est très joli, on utilise des beaux outils, il y a une flamme. Donc voilà, l'Ibrick c'est tout ça et le métier de barista aussi.
Super, merci beaucoup. Du coup, toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un consommateur qui veut consommer chez lui du café de qualité? Alors bon, peut-être l'hybrique, on va le mettre à part parce que si on n'a pas les bons outils, la flamme, ça peut-être, enfin tu vas me le dire d'ailleurs, peut-être j'ai une cuisinière à gaz, peut-être je pourrais tester l'hybrique, mais si on en revient peut-être à l'expresso et aux méthodes douces, et puis surtout, je te pose la même question qu'à Mickaël, qu'est-ce que tu donnes comme conseil au consommateur qui veut découvrir un café de qualité, un bon café, et qui veut sortir du café de commodité, du café qu'il trouve en supermarché, et qui a envie de se lancer, mais qui hésite parce qu'il a l'impression quand même que c'est compliqué? Oui, je pense qu'il y a déjà plein d'éléments de réponse qui ont été donnés par Paul, par Mickaël, mais pour moi, le sésame déjà, le mot magique qu'il faut qu'on imprime tous, c'est café de spécialité. Le café de spécialité, c'est ce segment de qualité qui est valorisé par un score, comme tu le disais Anne, et qui permet de différencier le conventionnel du premium. Et après, dans ce marché du café de spécialité, il y a des prismes de torréfaction avec des choix, avec différents niveaux de qualité. Et pour ça, il faut s'adresser à son torréfacteur, il faut pousser les portes des torréfactions, il ne faut pas acheter son café au supermarché. J'ai rien contre les supermarchés, mais si on veut un beau café d'artisan, il faut s'adresser à des artisans. Et les artisans travaillent chez eux, dans leur torréfaction, dans leur boutique, etc. Et ensuite, il faut goûter. Je pense que le goût... savoir si un café est bon ou pas, c'est assez facile. Déjà, se faire confiance. Et surtout être sensible être à l'écoute de ce qu'on boit. À partir du moment où on se concentre, on a une tasse devant soi, on la sent, on la goûte. Si déjà il y a des notes de brûlé, c'est un indicateur qui fait que le café a été trop cuit. S'il a été trop cuit, c'est sûrement pour cacher des défauts, hein. Ce café conventionnel, on va trop le pousser justement, on va trop le cuire pour masquer ces défauts-là, ces défauts majeurs. Donc être attentif à ces notes de brûlé, si on en a, c'est signe que quelque chose est peut-être c'est pas très bien passé. Et ensuite, un bon café pour moi, hein, c'est ma vision de barista, c'est un prisme. Un bon café, ça doit être doux, ça doit être facile d'accès, ça doit être agréable, ça doit jamais vous heurter. Quand on a besoin de rajouter du lait, de l'eau, du sucre, parce qu'il y a trop de puissance, ça signifie peut-être à un endroit que il y a quelque chose de trop puissant. Et nous, notre métier de barista et de torréfacteur, etc., c'est de délivrer des cafés qui ont le plus de sucrosité, de douceur, le moins d'amertume possible. Voilà. Super, merci. Très, très clair en tous les cas. Donc, je trouve que c'est finalement, pour résumer nos débats, on voit qu'on peut consommer chez soi un bon café de qualité, que les bons artisans font du bon café. Donc, retenir que aller chercher et acheter son café chez un torréfacteur artisanal qui est local en plus, c'est une bonne idée. En tous les cas, la curiosité du consommateur doit pousser à ça. Dernier sujet que je voudrais qu'on aborde et qui va de pair avec la professionnalisation et la structuration de notre filière, c'est la formation. Alors aujourd'hui, on voit bien que le café de spécialité, le café de qualité, demande quand même de s'intéresser, de découvrir, d'aller goûter, d'aller réfléchir, de poser des questions. Et puis dans les gestes, il y a certains gestes qui peuvent être, en tous les cas, ne pas être innés. On va dire, voilà, il faut mesurer, il faut moudre, il faut... Voilà. Donc, quel est le rôle aujourd'hui que vous avez tous dans ce renouveau, je dirais, de la formation? Comment éduquer le consommateur et comment éduquer le consommateur, mais aussi comment éduquer, je dirais, le CHR, tout simplement, dans sa globalité, hein. Aujourd'hui, toute la chaîne et le secteur de café, hôtel, restaurant, on voit très bien que c'était un secteur qui était... pas du tout à l'écoute, en tous les cas, il y a encore plus de 10 ans du café de spécialité. Et en l'espace de 10 ans, on est sur une révolution qui est en train de se passer. En tous les cas, moi, c'est ce que je ressens. Les restaurants de qualité, que ce soit les étoilés, mais aussi les chefs qui veulent faire découvrir à leurs clients un parcours client au niveau de leur cuisine intéressant, commence à se dire je ne peux pas terminer par un mauvais café et s'intéresse au café. Du coup, il faut former les équipes aussi chez les restaurateurs. Qui veut prendre la parole là-dessus sur la formation? Peut-être Mickaël?
La première formation, ça commence par le discours, le dialogue et l'échange autour de qu'est-ce que le café, qu'est-ce que le produit qu'un torréfacteur veut vendre à un client, que ce soit un client CHR, professionnel ou un client particulier. Il faut de la discussion, il faut déjà comprendre ce que le client final veut. On n'a pas tous les mêmes modes de consommation. Il y a certaines personnes qui s'arrêtent au comptoir, qui posent 1 € sur la table pensant avoir un espresso. 30 secondes plus tard, ils sont dans leur voiture et ils ont déjà terminé de boire ce café très rapidement. Cette personne-là, elle n'a peut-être pas l'envie d'aller plus loin. Par contre, le restaurateur derrière, peut-être que lui qui sert son espresso à 1 € sur le comptoir, il a envie de pousser en qualité, il a envie de montrer qu'il achète un meilleur café, etc. Donc il faut savoir analyser quel est le mode de consommation final. Certains autres coffee shops ou restaurants gastronomiques, comme tu le disais, sont plus dans le partage, sont plus dans l'échange, ont beaucoup plus de temps. Et ce temps, il faut savoir aussi l'analyser pour savoir quels sont les degrés d'information qu'on veut donner et comment est-ce qu'on l'apporte au client. On ne peut pas balancer plein d'infos, on va perdre la personne à la fin. Pendant hyper longtemps, on a travaillé le café comme quelque chose de très rentable, puisqu'on fait des énormes ratios en restauration sur ça. Pendant très longtemps, les industriels ont formé les restaurateurs très rapidement en disant « vous allez moudre comme ça, vous inquiétez pas, on viendra pour régler la machine, etc. Vous allez faire telle ou telle technique, vous allez appuyer sur tel bouton. Si vous voulez l'allonger, vous rappuierez dessus, forcément, puisqu'il y aura plus d'eau qui coulera à travers. » Tout ça, on est en train vraiment d'avoir une prise de conscience, puisque ces personnes-là, dans leur domicile, boivent aussi de mieux en mieux le café et ont vraiment une prise de conscience sur la qualité qui est achetée, sur les techniques qui sont appliquées à tout ça. Maintenant, chaque torréfacteur a sa vision des choses, chaque torréfacteur accompagne ou non le client, et je pense que ceux qui réussissent le mieux actuellement en 2023, c'est ceux qui vont le plus loin possible jusqu'à comprendre le besoin du client final dans la dégustation par le choix, la formation, l'équipement également, et comment est-ce que ce suivi de formation est réalisé. Merci. Pierre, peut-être un mot sur la formation et l'éducation à la fois des clients pros et du consommateur final. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut apporter sa pierre à l'édifice? C'est une vaste question. Je ne sais pas si j'ai la réponse pour le CHR, même si j'anime beaucoup de dégustations avec des professionnels, mais je pense que tu as tout dit là-dessus. Moi, je peux peut-être me concentrer sur les particuliers. Nous, en boutique, on accueille des clients tous les jours. Et une des signatures qu'on a et auxquelles on tient beaucoup, c'est de mettre en place un café du jour. Donc tous les jours, on change d'origine à la dégustation. Tous les jours, le café est indiqué à côté de la caisse. Et donc quand les gens payent, à ce moment douloureux où ils payent, on en profite pour les caresser un peu dans le sens du poil et leur dire aujourd'hui, le café du jour, c'est ça, ça vient de telle ferme, c'est telle variété, telle fermentation. Donc là, j'ai perdu la moitié déjà. Mais c'est pas grave parce que l'objectif, c'est qu'à la fin, jour après jour, ils se rendent compte que à chaque fois, le barista leur raconte une histoire et au bout d'un moment, ils risquent de s'attarder sur ce panneau, de regarder, d'essayer de comprendre. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut permettre à notre petite échelle d'éveiller nos clients à ce qu'est le café de spécialité, à la traçabilité. On fait qu'on fasse les choses différemment. Tu le disais, il y a la notion du prix. Les cafés que nous on propose sont des cafés qui sont plus onéreux qu'un café conventionnel. Il y a une raison à cela. Ça se récompense par le goût, mais il y a aussi toute la chaîne de valeur qui est plus vertueuse, etc., qui a un coût. Donc tout ça, il faut le raconter. Donc la formation, c'est tous les jours, juste en utilisant les bons mots, en étant bienveillant. Je pense qu'on fait tout ce métier parce qu'on a envie on aime beaucoup le café, mais aussi parce qu'on aime beaucoup les gens, qu'on a envie d'échanger, qu'on a envie de nourrir l'échange. Le café est un joli prétexte à ça. Donc voilà, parler café et parler café avec joie, je pense que déjà c'est un bon élément. C'est un métier de passion, je crois que vous serez tous d'accord avec ça. On arrive à la fin de cette table ronde. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose peut-être sur le sujet de l'éducation, de la formation, du consommateur final ou Daniela? Moi, j'ai juste une question j'ai une question pour Pierre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour goûter un e-brick fait par toi? Il faut monter un dossier à liste d'attente de 3 ans? Beaucoup d'argent, la première chose. Ok.
Alors, merci. Alors déjà sur le stand, enfin sur le salon, sur le stand Terre de Café, on va faire je ferai de l'e-brick ainsi que mon équipe. Donc vous êtes les bienvenus pour venir goûter des e-brick. Je vais notamment utiliser la moitié du café que j'ai utilisé pour les championnats du monde. Donc un café de la région de Sidama que certains connaissent bien ici, produit par les frères Doukale, qui est extraordinaire. Donc je serais ravi de le partager avec vous. Et après, plus largement, depuis hier, on fait de l'e-brick dans toutes les boutiques Terre de Café parisiennes. On a 8 boutiques à Paris, enfin 7 à Paris, une à Versailles, où on propose de l'e-brick. C'est pas encore à la carte, il faut le demander sous le manteau, mais tout le monde a le matériel et tout le monde est formé pour. Et donc moi j'ai vraiment cette idée en tête qu'on puisse populariser un tout petit peu l'e-brick, le rendre plus accessible pour permettre aux gens de goûter. Donc tu es le bienvenu sur le salon déjà, je t'en ferai un. Et puis dans les boutiques de manière générale, on le développe avec tous les cafés, jusqu'à des cafés de compétition, quoi. On fait avec des petits cafés, des moyens cafés et puis même des cafés très premium en e-brick et c'est super chouette. Merci. Merci Pierre. En tous les cas, on sera ravis, enfin moi je serais ravie de découvrir aussi. On a 2 minutes pour une question de la salle si quelqu'un veut interroger ou interpeller ou partager sa passion du café avec nos ambassadeurs. N'hésitez pas. Une question peut-être ? Bonjour. Merci déjà pour cet échange. Je voulais parler du café décaféiné. Oui. Parce qu'on n'en a pas trop parlé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas de café parce que justement, ils ne peuvent pas boire de caféine. Pourtant, ça existe. Il existe aussi des méthodes pour travailler le café décaféiné. Des méthodes plus bio et qui rendent le café un peu meilleur. Donc je voulais connaître votre retour d'expérience là-dessus. Merci. Alors, café décaféiné, qui veut prendre la parole ? Alors le café décaféiné, c'est une grande question. Moi, quand j'ai cette question en boutique, j'essaye déjà de savoir pourquoi les gens veulent un café décaféiné. C'est pas forcément, c'est une croyance en la caféine aussi. Et c'est vrai qu'avec le café de spécialité, des cafés qui poussent en altitude et les variétés avec lesquelles on travaille, et en fonction du mode d'extraction, on peut diminuer la dose de caféine. Après, il y a des gens qui sont totalement intolérants à la caféine. Et là, effectivement, on travaille des cafés décaféinés. Alors, pour extraire la caféine, on sait que c'est sur du café vert. Déjà, il faut un bon café vert. Ce qui se trouve dans les décaféinés qu'on trouve dans les commerces, dans le monde des commodités, c'est les pires des cafés et on extrait la caféine de la pire façon. Donc nous, notre métier de torréfacteur, et si on se veut être dans le café de qualité, déjà on sélectionne un bon café vert, donc Mexique, Colombie. Il y a peu de régions, il y a peu de gens qui font du décaféiné. Et après, on arrive quand même, malgré le traitement qui est assez violent, on arrive quand même à avoir un café qui a du goût, qui a un bon goût et qui est dont la caféine extrait avec des méthodes douces en fait, et autrement qu'avec des solvants chimiques. Donc oui, il y a cette réponse et oui, c'est à nous d'aller chercher ces bons cafés décaféinés. Merci beaucoup. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose ? Si on a le temps, on a une minute ? Okay. Oui, 30 secondes. Juste sur le déca, moi j'ai fait l'expérience à Swiss Water à Vancouver d'un café décaféiné qui était avec un café très très premium de compétition qui était utilisé. Ils avaient fait un process de décaféination. On l'a cupé, on l'a fait en filtre. C'était à tomber, c'était extraordinaire. Ça aurait pu aller sur une table de compétition. Et le point, c'était de prouver qu'il n'y avait pas un goût de déca. Et en fait, le problème du décaféiné, c'est que ça coûte cher. Donc, comme ça coûte cher, le moyen pour faire en sorte que demain on ait des bons décaféinés, c'est qu'en tant que client, on soit capable de supporter le coût de la décaféination et donc de le payer sur un paquet de café. Donc, c'est possible d'avoir des très très bons décas, mais ça coûtera plus cher parce qu'en moyenne, on compte à peu près 2 € de plus par paquet de ce que ce serait si c'était pas décaféiné. Donc, on commence à le faire. Il y a plein d'acteurs qui commencent à le faire. Voilà, à Terre de Café notamment, j'ai l'exemple en tête, j'ai pas d'autres, voilà. Mais il n'y a que nous de toute façon. Mais tout simplement pour dire, on a un petit décaféiné et puis on a un décaféiné un peu plus premium avec des cafés de forêt éthiopiens. Et je sais qu'il y a plein d'acteurs qui commencent à le faire. Donc moi j'y crois beaucoup. Après ça a un impact carbone parce que le café vert voyage, il faut le décaféiner, même si les méthodes sont très propres. Il y a quand même un coût autre chose et il y a une vraie question de pourquoi on boit du café décaféiné quand même. Mais voilà, pour enrichir un peu.
Merci. Bah, écoutez, on va terminer cette table ronde. Je voulais encore une fois vraiment vous remercier à tous. Ça a été un plaisir de vous recevoir et puis j'espère qu'on vous a donné envie de boire du bon café torréfié par de bons artisans. Et bien sûr, du bon café torréfié par des bons artisans dans le respect des valeurs d'une chaîne qui aujourd'hui se structure et comme je pense que vous l'avez compris, est respectueuse de la planète et des valeurs humaines. Merci à tous en tous les cas et on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Merci.